Alors, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on va traiter d'un sujet qui est le sujet de l'expérience et de l'engagement des collaborateurs. Et pour ce faire, je reçois deux intervenants de la société Zendesk et de chez Capgemini, qui sont Shams et Antoine. Shams, je vais tout d'abord te laisser te présenter. Il faut que tu rebranches ton Bonjour, micro. merci Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Shamsi Germani, Senior Director, région EMEA, en Regional Marketing chez Zendesk. Antoine? Oui, bonjour à tous. Antoine Starek de chez Capgemini. Et chez Capgemini, je suis responsable de l'offre Digital Employee Operations et je suis responsable des clients et des équipes en Europe. Voilà. Super. Alors, première question, pourquoi Zendesk et Capgemini interviennent ensemble sur ce webinaire? Très bonne question. Je vais prendre cette réponse. En fait, Capgemini a une offre d'externalisation des services RH et aussi une offre de conseil en RH. Et on a commencé notre partenariat en 2019, il y a à peu près 2 ans. En fait, Capgemini recherchait un partenaire, un outil capable de répondre à la fois aux problèmes opérationnels de nos équipes, de nos agents sur les plateformes. Donc, on a une offre où on s'occupe des processus et des interactions entre les employés. On joue le rôle en fait de la fonction RH pour certains clients. Et on cherchait un partenaire, une plateforme qui puisse nous aider justement à ces interactions, à ces workflows, tout en augmentant aussi l'expérience des collaborateurs. Et c'est là qu'on a commencé quelques projets avec Zendesk et nous continuons d'évoluer ce partenariat avec d'autres clients. Voilà. Ça marche, parfait. Alors, rapidement, pour vous expliquer ce dont on va parler ce matin, donc le tour de table, c'est bon, on l'a fait. On va d'abord revenir sur quelques datas, quelques chiffres qui sont issus d'une étude qui a été menée par Zendesk, Future of Work, donc un certain nombre de tendances clés. Ensuite, Antoine nous présentera la pyramide des besoins RH. Et puis, on en profitera pour parcourir rapidement l'application proposée par Zendesk. Et enfin, Shams nous présentera un certain nombre de cas d'usage d'entreprise. Alors, dans un premier temps, Shams, je vais te laisser la main sur la partie restitution d'études, de data. Merci Christophe. Bonjour à tous encore une fois. Le future of work, c'est maintenant. Pourquoi comme disait Christophe en introduction, c'est une des 5 tendances qu'on a remarquées sur l'année 2020. Elle provient du rapport des tendances de l'expérience client. C'est un rapport qu'on réalise depuis maintenant 3 ans avec 90 000 personnes qui ont répondu à cette étude partout dans le monde. Juste avant de plonger sur cette tendance en particulier, j'aimerais vous rappeler les 4 autres tendances. Rapidement, la première, c'est l'importance de l'expérience client omnicanal, c'est-à-dire proposer aux clients les différents canaux qu'il veut utiliser au quotidien pour interagir avec vous. En gros, vous pouvez proposer le téléphone, le mail. Maintenant, il y a d'autres canaux qui sont sortis, ce qui me fait rebondir vers la deuxième tendance, qui est le conversationnel. On utilise tous au quotidien des canaux comme Facebook Messenger, comme WhatsApp. Et ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on utilise, nous, en tant que clients au quotidien, on veut aussi l'utiliser en interaction avec nos marques préférées. La quatrième tendance, c'est le digital tipping point. Donc, c'est une expression anglaise qui veut dire le point de bascule digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu qu'on est arrivé à une certaine maturité dans le digital ou pas. Pour ceux qui n'y sont pas encore arrivés, c'est le moment de faire de basculer, on va dire, qu'importe la taille de votre entreprise, il est important de basculer vers cette digitalisation dont on entend parler depuis un moment et surtout l'accélérer. Et le dernier point étant l'agilité. Je rebondis un peu sur le point d'Antoine tout à l'heure qui a dit pourquoi travailler avec Zendesk aujourd'hui, sachant qu'il y a beaucoup de plateformes qui offrent un peu ce qu'on fait aujourd'hui sur le marché. Vraiment, notre leitmotiv et le différenciateur, c'est l'agilité et c'est la facilité à s'intégrer assez simplement et rapidement pour qu'importe le client. On a des projets qu'on a déployés pendant la pandémie en 2-3 jours, par exemple, sur du WhatsApp. Voilà un peu les 4 tendances. Maintenant, allons sur la tendance qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le future of work, c'est maintenant.
effectivement, c'est maintenant, parler de future of work, j'ai envie de dire le present of work ou voilà. On va passer à la slide suivante qui va être quelques chiffres de cette étude. Donc, comment repenser son organisation pour rester compétitif? Si on refait, là maintenant, ça fait 1 an qu'on est confiné, reconfiné, avec tout ce qu'on a vécu depuis plus de 12 mois. Ce qu'on a vécu en tant que personne, qu'on soit collaborateur, client, euh, personne avec des liens familiaux, d'amitié, etc., c'est que tout a été chamboulé. Je pense qu'on a entendu cette expression à plusieurs reprises. Et surtout quand on pense à nos équipes, en fait, les équipes sont du jour au lendemain passées en travail à distance. Donc on a eu sur les répondants, sur les 90 000 personnes, 66% ont carrément basculé vers le travail à distance et le télétravail. Le deuxième point étant que les agents du service client et les collaborateurs après cette bascule, se sont retrouvés avec des outils qui n'étaient pas forcément efficaces pour assurer le travail au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça a un impact direct sur la productivité, ça a un impact, ça crée aussi du stress pour l'employé ou pour le collaborateur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il veut répondre à des clients, il veut répondre à des demandes internes, par exemple, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les RH. Et vous avez tous vécu, je pense, aussi des questions qui ont été posées pour la première fois. Je peux penser, enfin, j'en ai une qui me vient à l'esprit comme ça, c'est imaginez la personne qui se retrouve confinée, qui avait prévu des vacances, on arrive vers fin mai, elle a encore un solde qui est important. C'est comment je solde un solde de vacances important sur une très courte période de temps. Pour les personnes qui avaient des tickets restaurants en physique, comment je fais pour les tickets restaurants que j'ai sur l'année, etc., etc. Donc, il y a eu une émergence de nouveaux cas, de nouvelles questions auxquelles, par exemple, les agents soit ne pouvaient pas répondre. Quand je dis agents, je parle des collaborateurs, soit en fait, on a eu des pics de demande sur des questions bien précises. De leur côté, les managers, à 48%, disent ne pas avoir les outils pour mesurer la performance. Ça, c'est un point qui est très, très, très important. Bon, Antoine va développer tout à l'heure. La mesure de la performance est aussi importante pour les clients que pour l'interne. Donc, généralement, on se focalise beaucoup sur le client et je vais faire je vais juste m'arrêter quand je parle de client. Parfois, on peut parler de client avec un grand C. Quand on parle d'expérience client, c'est un client avec un grand C. Et ce grand C comprend le client externe et le client interne qui est le collaborateur. Donc, c'est vraiment important aujourd'hui de servir les collaborateurs comme on sert des clients externes parce que c'est la valeur intrinsèque de l'entreprise qui fait que votre entreprise existe et apporte de la valeur et gagne des parts de marché. Shams, est-ce que tu peux repréciser le panel de cette étude? C'est-à-dire les personnes qui ont. Alors, on a plusieurs. Merci pour la précision, Christophe. On a des services commerciaux, enfin, des managers de services commerciaux. On a les leaders d'opinion, des managers aussi des agents du service client. Et on a aussi les services internes, type les fonctions RH et les fonctions IT. Et bien évidemment, les directeurs, les niveaux directeurs et plus, ce qu'on appelle le C-level. Ça marche. Alors, avant de poursuivre, on va vous poser une petite question. On aime bien poser des questions aux participants. Alors, la question est la suivante. Quels outils sont utilisés par votre entreprise depuis la crise? Alors, c'est limité. On vous propose 4 choix possibles. La vidéoconférence, les outils collaboratifs de type Slack, ou des outils de chat, la mesure de la performance des collaborateurs et puis les outils de gestion de projet, par exemple Trello. Je vous laisse répondre. Allez-y, on a une trentaine de personnes qui ont répondu. Je laisse encore quelques secondes. Donc, vidéoconférence, communication collaborative, mesure de la performance des collaborateurs, outils de gestion de projet. Allez, je vais vous partager les résultats.
On a un peu moins de 50 personnes qui ont voté. Donc, bien évidemment, hein, la vidéoconférence est loin devant les autres outils. Je pense qu'aujourd'hui, elle est largement généralisée et utilisée par toutes les entreprises. Les outils collaboratifs de type Slack, alors on en avait déjà parlé hein, lors d'autres interventions, sont utilisés, mais pour le moment plus par des entreprises, on va dire type start-up ou autres. Mesure de la performance des collaborateurs, assez peu. Et puis les outils de gestion de projet, assez peu également, mais je pense que c'est plus lié aussi au secteur d'activité des entreprises. Alors, dans l'étude qui a été menée par Zendesk, Shams, tu peux nous présenter les résultats au niveau global? Oui, merci Christophe. Effectivement, on retrouve un peu ce classement-là, juste que dans notre panel interne d'aujourd'hui, on a la mesure de la performance qui est un peu plus basse que les outils de gestion de projet, mais clairement, oui, la visioconférence à 44%, les outils collaboratifs type Slack et la mesure de la performance est aussi importante. N'oublie pas que cette étude, en fait, on a arrêté le résultat en 2020. Tout en sachant que là, on est en avril, on reprend les chiffres de personnes qui… on a 4 mois supplémentaires, d'où cette volonté d'être plus en vidéoconferencing. Je rebondis sur les stats que j'ai présentés précédemment, à savoir cette frustration qu'on a tous eue, ou pas d'ailleurs. Certaines entreprises se sont vite adaptées, elles ont débranché leur ordinateur, elles ont travaillé à distance parce qu'elles avaient tous les outils qui étaient mis à disposition. Je vais parler de notre cas personnel avec mes collègues. C'est exactement ce qui s'est passé pour nous. Tout était à distance. On avait déjà tous les outils qui étaient mis à disposition et on avait déjà intégré depuis la création de l'entreprise au fur et à mesure le télétravail et le remote. Ce que je veux dire sur ce point-là, c'est que en plus de cette frustration qu'ont vécu les collaborateurs, on leur a en plus rajouté des outils. Donc là, en fait, on le voit sur ces slides-là. Donc, imaginez les personnes qui, d'une, doivent on va dire, travailler à distance, s'organiser dans des espaces qui sont différents que celui du workplace habituel, à savoir le bureau, et troisièmement, pouvoir prendre en charge des outils supplémentaires. Donc, c'est là où ça devient important, et je reviens sur ce point qui est la mesure de la performance pour les managers. Il est important de pouvoir mettre en place des KPI, et des indicateurs clés de performance pour éviter les anglicismes, et aussi de pouvoir mettre en place une feuille de route. Tout à l'heure, j'ai parlé d'agilité. Ça, c'est aussi un point qui est important pour pouvoir adapter et s'adapter au quotidien pour répondre à ces demandes internes. Alors, tu parles de mesure de la performance des collaborateurs. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de mesure de la satisfaction. Tout à fait. Un très bon point. Tout à fait, c'est un très bon point. La satisfaction, encore une fois, c'est pour ça que je refais cette analogie du client avec un grand C. Les indicateurs de performance type la satisfaction, ce qu'on appelle la CSAT, la Customer Satisfaction, c'est aussi pour l'interne. Effectivement, c'est aujourd'hui, est-ce que et ça fait partie de l'employé de journée, est-ce qu'aujourd'hui mes clients internes sont satisfaits des services que je leur offre? Et les services, c'est pas forcément des services type ticket restaurant ou autre, mais l'accès à l'information pour s'auto-service, qu'on appelle le self-service. On va voir ça un peu plus tard. Je pense, si je peux rajouter aussi, par rapport à la fonction RH, si vous avez par exemple un large CSP, un centre de services partagé de paye de recrutement, qui, en 2019, début 2020, vous étiez une centaine sur un plateau à manager ces personnes-là, les outils de management de la performance étaient très visuels ou très de proximité. Pendant la pandémie, tous ces gens se sont retrouvés chez eux. Vous étiez vous aussi chez eux à gérer en fait leur performance. Est-ce que vous aviez les bons outils pour pouvoir voir vraiment est-ce que cette personne-là produit autant ou réussit à répondre aux besoins de mes collaborateurs aussi bien que avant la pandémie. Donc, c'est aussi de voir ce modèle qui est maintenant complètement explosé, distribué de services aux collaborateurs par rapport à la fonction RH. Et en tant que responsable RH, comment on arrive nous-mêmes à gérer nos équipes ou nos partenaires
pour pouvoir s'assurer que la réponse et l'engagement des collaborateurs est vraiment suivi des deux côtés, leur expérience bien sûr, leur engagement, mais aussi derrière vos équipes, comment arriver à être sûr qu'elles ont de quoi en fait soutenir les besoins de ces collaborateurs. Et je crois que c'est ça qui manquait un peu des fois dans certaines compagnies pendant la pandémie, et je pense que certains outils comme Zendesk ont vraiment aidé à avoir cette visibilité sur nos équipes et sur le soutien qu'ils pouvaient donner aux collaborateurs. Voilà, je voulais juste ajouter ce point-là. Pour compléter un peu les propos d'Antoine, l'étude montre aussi que depuis entre 2019 et 2020, les services ont reçu entre 11 et 15% de demandes supplémentaires. Je parle des services RH. Et ces demandes d'assistance-là, il a fallu les absorber comme les demandes externes, en fait. Donc, c'est vraiment géré avec la donnée pour mieux, en reparlant d'agilité, la donnée qu'on va récupérer de ces demandes entrantes, comment on va les traiter pour automatiser et scaler, comme on dit, ou mettre à l'échelle certaines demandes. S'il y a une question qui est récurrente, pour prendre un exemple et avancer un peu, une question récurrente, au lieu à chaque fois d'avoir la personne dans votre service qui va y répondre et répondre à cette interaction-là, pourquoi ne pas l'automatiser dans un centre d'aide? Ça m'a fait sourire tout à l'heure quand j'ai vu les répondants. Vous étiez de mémoire 61 ou 63% à répondre. Et là, aujourd'hui, on a 57% des entreprises qui prévoient d'investir dans des nouveaux modes d'engagement avec leurs collaborateurs. Donc, c'est plus une tendance, c'est pas une question de mode ou une question de on s'adapte pendant quelques mois. Ça fait partie du quotidien. Je pense que vous êtes des professionnels RH, vous suivez un peu les informations. Il y a des choses qui se sont vraiment mises en place et qui vont durer dans le temps. Encore une fois, je vais reprendre vous parler un peu de notre société et de ce qu'on a vécu depuis le début de la pandémie. On nous a annoncé, si je ne dis pas de bêtises, autour de mai de l'année dernière, que 30% du staff allait passer en full remote. C'est-à-dire que c'est acté, c'est-à-dire qu'on ne va pas revenir dessus. Ces 30%-là, on est déjà dans le monde, le future of work, ou comme je disais tout à l'heure, le present of work, c'est qu'on prend les choses telles qu'elles sont. Il y a des choses qui se sont accélérées. Et là, la Corp a décidé que 30% des personnes vont passer en full remote. Le personnel restant va être ce qu'on appelle en in-office, c'est-à-dire que la présence n'est pas obligatoire en office tous les jours. On en fait partie, l'équipe marketing par exemple. On va être au bureau 2 jours par semaine. Et juste en parenthèse, on est encore en remote jusqu'à la fin d'année 2021. On reviendra au bureau à partir de 2022. Donc voilà, donc cette tendance-là, nous on le voit aussi dans plusieurs entreprises autour de nous qui ont switché ou qui ont basculé vers le monde d'après. Et cette bascule-là se fait avec les collaborateurs, bien sûr. On ne nous l'a pas imposé. Il y a une méthode qui a été faite, il y a eu toute une logique RH avec des questionnaires, avec comment nous, on pense le retour au bureau, comment on pense l'espace, le workspace, la workplace pardon, dont on parle, comment on imagine les réunions entre collaborateurs, quel est le type de matériel ou de fourniture de bureau ou de salle de réunion, on imagine, pour des réunions de moins de 4 personnes, entre 4 et 10 personnes, plus de 10 personnes, etc. Et de par ces réponses-là, en fait, elles ont été analysées et on a pris les actions qu'il fallait pour répondre aux demandes des collaborateurs. Et pour ça, bien évidemment, l'investissement est clé et moteur. C'est vraiment où est-ce que je vais mettre mes investissements en priorité pour pouvoir répondre à cette demande. Je vois une question qui vient d'arriver sur le chat d'André qui nous demande la taille de l'entreprise. On parle de 5000 salariés et plus. On est en très forte croissance, plus 30% de croissance, on va dire de revenus. Et je vous laisse imaginer aussi la croissance qu'on a en nombre d'employés aussi. Quelques chiffres et je vais arrêter de vous abreuver avec les chiffres et ça va être la dernière fois où j'en partage quelques-uns. Alors l'investissement dans l'assistance interne va doubler, comme on l'a dit. Donc non seulement les entreprises vont investir, mais ils vont surtout doubler leur investissement par rapport à l'année 2019. 58% des DRH souhaitent investir dans l'assistance collaborateur, c'est le sujet dont on parle depuis tout à l'heure. Pardon.
investir dans des outils de self-service. Encore une fois, Antoine en a parlé, on va en reparler avec des cas beaucoup plus concrets. Et comment aujourd'hui je laisse la possibilité à mes salariés, à mes collaborateurs de pouvoir trouver l'information par eux-mêmes pour justement réduire la pression sur les demandes entrantes et pour que aussi je puisse laisser le temps à mes collaborateurs, d'avoir mon équipe RH, de se focaliser sur les demandes qui vont avoir besoin de leur expertise. Pourquoi une personne dans votre équipe va pouvoir répondre 3, 4 fois dans la semaine, voire même parfois dans la journée, à la même question, alors qu'on peut, on va dire, externaliser en interne grâce au self-service et une base de connaissances. Le dernier point est un investissement dans les outils pour augmenter la productivité. Ça, c'est important. Augmenter la productivité ou améliorer peut-être la productivité. Et l'amélioration de cette productivité-là est aussi une conséquence positive du point précédent. Si j'automatise certaines tâches, je vais dégager du temps pour mes collaborateurs qui, eux, vont pouvoir se concentrer sur des demandes beaucoup plus, qui vont avoir des questions beaucoup plus précises et pouvoir mieux traiter les questions où je vais utiliser et avoir besoin de leur expertise. Le deuxième point aussi qui peut être intéressant, c'est comment ces collaborateurs-là qui ont dégagé du temps vont pouvoir participer et co-créer du contenu en interne pour justement alimenter la base de connaissances, par exemple, ou d'autres outils de collaboration. Alors, est-ce que les participants là, qui sont présents ce matin, est-ce que vous pouvez nous répondre dans le chat? Est-ce que vous avez prévu ou est-ce que vous avez mis en place déjà une base de connaissances à destination de vos salariés, notamment dans l'urgence pour gérer les retours au bureau, gérer la crise, etc. C'est vrai qu'on avait énormément de questions sur le chômage partiel, les congés maladie. Les réponses changeaient assez souvent d'ailleurs, donc c'était un sujet très d'actualité. Si vous ne l'avez pas mis en place, est-ce que c'est un projet de mettre en place cette base de connaissances à destination des collaborateurs? Alors oui, nous l'avons mis en place, nous dit Alexandra. Oui, nous dit Muriel. Alors les autres participants sont plus timides. Non, pas mis en place. Oui, des FAQ en intranet, c'est un projet. On a une base de connaissances. Nous cherchons à la fournir plus et à la faire connaître. Nous ne l'avons pas fait. Oui, c'est en place. Alors bien évidemment, quand on met en place une base de connaissances, Shams, il suffit pas de la mettre en place. Il faut également communiquer largement dessus. Et je pense qu'il y a toute une partie d'accompagnement au changement. C'est un projet dans le projet. Tout à fait, c'est exactement ça. En fait, on a vu tout à l'heure, on a parlé des FAQ. En fait, la base de connaissances dépasse un peu le cadre de la FAQ classique. Et je pense que la personne qui a parlé de FAQ, ils ont peut-être mis en place une vraie base de connaissances. C'est justement comment co-créer ce contenu qui va être, on va dire, centralisé. Effectivement, si on n'a pas l'habitude de travailler de cette manière-là, il faut faire une communication interne, changer les usages, cette conduite de changement aussi interne, justement pour changer les mentalités, pour ne pas avoir à solliciter les services quand il ne le faut pas, mais en tout cas, penser à aller. On dit souvent l'expression tourner sa langue 7 fois avant de parler. Là, je dirais tourner sa souris 7 fois avant d'envoyer un mail ou d'ouvrir un ticket. Et tourner sa souris, ça serait passer par la base de connaissances pour pour voir s'il y a la réponse à ma question avant justement de solliciter les services pour les laisser on va dire, se concentrer sur les demandes les plus importantes. Ça, c'est important. Et pourquoi je reviens à un point aussi qui est clé. On va le répéter, je pense, tout le long du temps qu'on va passer ensemble. C'est la mesure de la performance. Et la mesure de la performance, c'est mesurer aussi la performance de la base de connaissances. Plusieurs façons de le faire. D'une, la qualité des contenus. Comment je rafraîchis au fur et à mesure ces contenus-là pour qu'ils puissent répondre aux demandes de mes collaborateurs. Tout simplement en ayant un questionnaire où en fait, êtes-vous satisfait par ce contenu? Oui, non. Et en fait, c'est des informations qui vont remonter chez les managers qui, eux, vont voir la qualité du contenu et la retravailler. Effectivement, une base de connaissances qui est passive n'est pas intéressante parce que comment je mets en avant aussi les informations par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Typiquement, quand on rentre par plusieurs catégories, je vais peut-être mettre en avant certaines catégories par rapport à d'autres pour faciliter le point d'entrée. Je vais répondre à Muriel, excuse-moi, qui dit les collaborateurs peuvent préférer le contact humain, surtout en ce moment, point à prendre en compte dans la qualité de service qu'on veut donner à ses collaborateurs. Là, on n'est pas en train de dire qu'une base de connaissances va remplacer les HR Business Partners, va remplacer le management de proximité.
on est en train de dire que on va apporter via notamment une base de connaissances un maximum d'informations en libre service pour les collaborateurs, ce qui est quand même censé leur rendre la vie plus facile dans l'entreprise. Oui, et pouvoir après que les RH puissent vraiment approfondir certains sujets avec certains collaborateurs, s'occuper de leur bien-être et ne pas avoir justement à passer du temps à répondre à des questions répétitives alors qu'ils peuvent se focaliser sur des cas concrets de personnel ou de collègues qui ont vraiment besoin de support. Donc c'est vraiment un shift et c'est une aide, je pense. Ouais, ça peut être des questions simples, typiquement, est-ce que je dois faire un autotest avant d'aller au bureau? Voilà. On n'a pas besoin d'appeler la RH pour savoir ça, il suffit de se connecter et de voir la réponse directement en ligne, par exemple. Il y a un autre point aussi, on va dire, là, on fait un focus vraiment sur la base de connaissances, c'est aussi réduire la pression sur les autres canaux. Clairement, sur ton point en particulier, Christophe, effectivement, la base de connaissances va pouvoir répondre sur la durée à cette question-là, ou en tout cas passer l'information au lieu on va dire, d'envoyer régulièrement des mails RH, de com, etc. sur les conditions sanitaires, sur la sécurité, sur les autotests, sur etc. etc. Donc, son rôle, c'est un peu on va dire, c'est le savoir de l'entreprise. On pense aussi, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont avec nous aujourd'hui qui vivent ces cas-là sur l'onboarding. Donc, imaginez des nouveaux salariés qui rejoignent. Imaginez, on est en full télétravail, on onboard des nouveaux salariés. Il faut leur donner les informations les plus simples et les plus basiques pour leur démarrage dans l'entreprise pour qu'ils soient successful. Ça, c'est important aussi. Et effectivement, le point qu'abordait Muriel tout à l'heure, à savoir l'humain reste important, clairement. Et encore une fois, attention, quand on parle de self-service, je vais aller plus loin. Self-service, intelligence artificielle, chatbot, chat, etc. L'objectif n'est pas de remplacer l'humain, mais justement, c'est d'avoir un humain, désolé de l'expression, augmenté, qui va plus se consacrer sur ses compétences et sur son expertise en particulier qui va mettre au service des différentes organisations, à savoir les clients externes ou les clients internes, à savoir les collaborateurs. Et puis, il y a un autre intérêt qui peut paraître un peu curieux, mais un salarié va peut-être des fois hésiter à poser une question un peu débile, que lui va juger débile ou il va se dire, bah tiens, si je demande ça, je vais passer pour un abruti, par exemple. Ou une question qui peut être gênante, Christophe, voilà. pour lui, à son niveau. La base de connaissance a tout son sens. C'est-à-dire qu'il peut aller regarder une information en toute confidentialité, trouver sa réponse, sans avoir à la demander à son manager direct ou à son référent RH. Donc ça a aussi cet intérêt. Alors, on va passer à la deuxième partie de ce webinaire où là Antoine va nous dérouler un peu la pyramide dont on a parlé en tout début. Hein. Oui. Antoine, je te laisse reprendre la main. Ça marche. Bon. En fait, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est vous connaissez tous la pyramide de Maslow, hein, les besoins, l'air, la nourriture, le logement. Donc, on a essayé chez CAP de faire un peu cette pyramide de besoins par rapport au service RH et ce que recherche le collaborateur quand il a des interactions avec ce service RH et ce service de support. Donc, on va voir ces blocs hein, qui ont un sens et qui ont un ordre. Et les deux premiers blocs, on va dire, pour répondre vraiment aux besoins primaires des collaborateurs, c'est donc la disponibilité et l'accessibilité. C'est-à-dire que je vais avoir un besoin de rechercher, d'avoir des questions et des demandes, surtout en ce moment. Et il faut donc que les outils ou les modes d'interaction soient à la fois disponibles et accessibles. C'est-à-dire trouver pour certains utilisateurs le bon canal, c'est-à-dire que ça peut passer par le téléphone, mais ça peut aussi passer par ces bases de connaissances, ça peut passer par je dois utiliser mon téléphone mobile, je veux utiliser d'autres moyens à d'autres heures peut-être. On a beaucoup de clients, c'est pas du 9h, 17h, il y a des clients qui travaillent le week-end, il y a des clients qui sont en logistique, il y a des clients qui travaillent la nuit aussi sur certains sites de production. Donc voilà, il est 10h du soir, j'ai une question parce que demain, je ne sais pas si X, Y ou Z.
comment je peux avoir accès à ce service RH, qui n'est peut-être pas accès complet, mais au moins accès à un début de réponse pour pouvoir commencer à traiter mes demandes. Donc voilà, les 2 premiers blocs, c'est donc bien la disponibilité et l'accessibilité. Et on reviendra sur le fait que Zendesk nous permet justement d'augmenter ces critères. Ensuite, le collaborateur va vouloir à la fois une personnalisation et de la pertinence. Alors, on va commencer par la pertinence, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que les informations soient mises à jour et soient justes. C'est-à-dire que cette gestion des connaissances, il ne faut pas qu'ils aient plusieurs réponses avec plusieurs interlocuteurs. Il faut que les réponses évoluent par rapport à la situation. C'est très d'actualité en ce moment, hein, comme on voit par rapport au chômage partiel, comme on voit par rapport au déplacement. Donc, pouvoir vraiment avoir cet apprentissage continu, l'amélioration de ces bases de connaissances, mais que ces bases de connaissances soient aussi personnalisées. C'est-à-dire que si vous gérez, par exemple, une base d'employés qui se situe dans plusieurs pays, si vous avez plusieurs aussi entités juridiques avec plusieurs moyens de gérer certaines situations, il faut que quand l'employé aille sur l'intranet ou sur la base de données ou sur le mode de communication avec les services RH, que dès le départ, on reconnaisse un peu qui il est, qui je suis, qui est mon manager, pourquoi je suis là, et qu'il y ait déjà une esquisse en fait de personnalisation dans son interaction avec la fonction de support. Donc c'est vraiment à pouvoir avoir un outillage qui puisse aussi avoir cette flexibilité. Ensuite, on va monter un peu au créneau. Il faut qu'il y ait 2 choses, la fluidité et l'engagement. C'est-à-dire que un employé ne veut pas aussi devoir aller chercher, par exemple, on parlait de l'onboarding, on parlait d'une question peut-être sur la paye. Il ne veut pas avoir à parler à plusieurs interlocuteurs, il ne veut pas avoir à aller chercher dans quel outil je dois me connecter pour pouvoir trouver ou pouvoir transacter sur X ou Y. C'est-à-dire que ce soit du recrutement, que ce soit de la formation, vraiment des choses contractuelles au niveau de sa vie de tous les jours, ou que ce soit quitter l'entreprise. Donc toutes ces différentes, tous ces piliers différents de la fonction RH, mais pas seulement que la fonction RH, parce que ça peut aussi s'allier à des fonctions IT où la personne a besoin peut-être d'un nouveau mot de passe, il a besoin d'un nouveau PC parce que quelque chose ne marche pas. Donc c'est avoir vraiment ce point d'entrée qui soit fluide pour que l'employé puisse passer d'une application à l'autre, puisse passer justement d'une question à l'autre, sans avoir à vraiment chercher ce bon interlocuteur ou sans avoir à chercher ce bon outil. Et je vous montrerai un peu de quoi je parle tout à l'heure. Et ensuite, c'est l'engagement, c'est-à-dire qu'en tant que fonction RH, c'est l'approche résoudre plutôt que répondre. C'est-à-dire qu'un employé peut avoir une question et dans cette question, il peut y avoir plusieurs réponses et ces réponses peuvent faire partie de la fonction RH, mais d'autres peuvent faire partie de la fonction finance, de la fonction IT, peuvent être liées à une réponse que le manager va avoir. Et c'est pareil, il faut qu'en tant que fonction RH, on prenne surtout en ce moment, on prenne cette approche de vraiment essayer de résoudre ce problème, c'est-à-dire de donner toutes les parties de la réponse et qu'on puisse vraiment faire une suivi pour le collaborateur. Donc, ils veulent cet engagement par rapport à la fonction RH et pas juste voilà un tiers de la réponse, maintenant on va voir X et va voir Y pour trouver le reste de la réponse. Et finalement, quand ces piliers sont tous là, on peut avoir ce qu'on appelle l'autorégulation, hein, c'est-à-dire vraiment du service committed en anglais, c'est-à-dire que quand tout ça est dans le même outil, on peut maintenant avoir des données, des analyses pour vraiment voir où l'employé a des problèmes par rapport à certains processus, quelles sont certaines parties justement qui ont besoin d'être un peu plus approfondies, que ce soit dans les bases de connaissances, au niveau des réponses, au niveau des interactions, au niveau de certains volumes potentiellement périodiques ou pas, qui ont besoin de justement peut-être recadrer les effectifs de la fonction RH pour pouvoir répondre à ces questions. Et puis, comme disait Cham, comment on travaille sur la productivité pour que la fonction RH elle-même ajoute plus de valeur et qu'on puisse passer sur toutes ces tâches répétitives, toutes ces
ces interactions entre différents outils, qu'on puisse automatiser ces flux et vraiment passer sur un outil qui commence à se gérer lui-même. On a beaucoup de solutions avec l'intelligence artificielle et la machine learning qui arrivent vraiment à continuer d'alimenter, à nous donner vraiment des informations très pertinentes pour pouvoir aider encore plus le collaborateur qu'on le fait aujourd'hui. Donc voilà, c'est la vue de la pyramide de Maslow, la pyramide de besoins. En tant que collaborateur, on a fait des études aussi chez Capgemini. C'est vraiment ces besoins-là qui en ressortent. Et la question un peu à votre public, c'est à quel niveau de la hiérarchie aujourd'hui se trouve votre entreprise? Quelle est votre ambition? Est-ce que vous pensez que votre service RH est accessible, disponible? Est-ce qu'il est personnalisé? Est-ce qu'il est pertinent? Est-ce qu'il y a une fluidité entre vos services de support? J'aimerais bien engager un peu avec vous pour voir où vous pensez vous trouver aujourd'hui. Alors Nathalie nous dit pas d'anonymat dans toutes ces interactions. C'est-à-dire, Nathalie? Oui. Il y a une traçabilité des interactions, mais ce qui est aussi très pertinent. Donc, est-ce qu'il y a un anonymat? Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a un anonymat, si c'est la question, la personne peut en elle-même faire des demandes, parler avec quelqu'un. C'est toujours derrière la fonction RH qui va répondre grâce à l'outil. Je vous montrerai un peu la vue collaborateur et la vue RH par rapport aux demandes et aux interactions. Mais il y a autant d'anonymat avec ce mode de fonctionnalité que quand quelqu'un rentre dans le bureau du DRH en tout anonymat, mais le DRH sait qui cette personne est. Ouais, alors la question de Nathalie, c'est de savoir si quand quelqu'un cherche des infos, si la personne est traquée, quoi. Oui, tout simplement. Bien sûr. Il est traqué par le système. Bien sûr, ces données ne sont visibles que par la fonction RH. Si on travaille sur la personnalisation, oui, bien sûr. Il faut un minimum Alors, il faut peut-être pas aller trop loin, mais les gens aiment bien savoir qui ils sont pour que le système les reconnaisse et pour que le système leur donne des informations pertinentes. Si je suis un manager, je vais voir ce qui est pertinent en tant que manager. Si je suis un simple employé, je vais voir ce qui est pertinent en tant que simple employé. Je n'ai pas besoin de savoir ou de voir les choses qui sont pour un manager alors que je n'ai pas accès et je ne suis pas habilité à faire ce genre de transaction. Alors, il y a une question d'Alain qui dit quelles compétences nouvelles pour les RH dans cette nouvelle ambition. Alors, est-ce que ça va nécessiter d'acquérir notamment de nouveaux soft skills? Alors, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, il y a un peu d'upskilling au niveau justement de la gestion en macro de ces nouvelles données qui peut-être n'étaient pas disponibles avant. Des données de flux, des données de justement, on peut voir maintenant ce que les gens recherchent, à quoi ils trouvent des questions, à quoi ils trouvent des réponses, à quoi ils ne trouvent pas des réponses. On peut voir aussi beaucoup de trends, et donc c'est cette capacité à analyser ces données et à justement pouvoir préconiser ou pouvoir anticiper certaines demandes et donc avoir une manière de travailler un peu plus proactive. On dirait même que c'est du reskilling, Antoine, parce que de l'upskilling, oui, mais pour une boîte qui n'utilise pas ce type de solution, on est plutôt sur carrément la création ou l'aménagement d'une nouvelle fonction, d'un nouveau métier au niveau RH. Il faut des skills digitaux, c'est vrai. Peut-être plutôt des skills d'analytics, parce que là, les outils sont offerts les canaux sont offerts par la plateforme. L'objectif, c'est de tout centraliser. Maintenant, la plateforme pré-match le travail pour le manager qui va utiliser ces KPI-là, dans le sens où il va avoir de la data visualisation qui va lui donner quels sont les, on va dire les résultats des différents indicateurs qu'il veut suivre. Donc, c'est plutôt de l'analyse de résultats et de la prise de décision. Donc, ce que je peux faire peut-être, c'est montrer en vitesse justement à quoi ça ressemble, un exemple, juste pour pouvoir un peu visualiser pour l'audience à quoi ça pourrait ressembler. Et puis on verra après au niveau des questions si ça répond à certaines questions. On est d'accord? Ouais. Alors je vais partager mon bureau. Voilà.
Alors, j'espère que vous pouvez voir mon bureau. Oui. Voilà. Alors donc on parle déjà du point d'accès. Alors c'est-à-dire qu'on va avoir, vous avez peut-être un intranet, vous avez peut-être, donc ça c'est l'endroit où l'employé, que ce soit sur leur portable, sur leur PC, sur leur tablette, ils vont pouvoir avoir accès à cette plateforme où ils vont pouvoir. Alors je suis désolé, là c'est en anglais, hein, j'ai pris un exemple de démo où tout est en anglais, et donc voilà, c'est donc on peut maintenant aller chercher des informations nous-mêmes sur ce plateau. On peut, voilà, on vient de commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, votre paye. Donc c'est les gens ont des questions sur qu'est-ce qu'il y a dans mon sur Sur ma bulletin fiche de de paye. paye. Voilà, exactement. Ensuite, on peut avoir des questions quand même. Donc, on peut demander à être rappelé, on peut laisser un message, on peut, là, c'est une démo, mais on peut chatter en fait en live avec la fonction RH. C'est-à-dire qu'on peut aussi mettre en place des robots d'information qui peuvent rendre les réponses. On peut à tout moment poser des questions qui vont nous rendre après des articles, c'est-à-dire alors la furlough, donc ça veut dire le chômage partiel en Angleterre. Et donc, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées pendant la pandémie. Donc, c'est un endroit vraiment qui va être personnalisé par rapport à l'employé, où il va pouvoir trouver ses questions. Il va pouvoir aussi faire des demandes offline et donc pouvoir, en tant que collègue, voilà, je désire avoir des questions sur certains sujets et envoyer ça à la fonction RH. Donc ça, c'est la partie interaction et questions. Après, derrière, la fonction RH va avoir accès derrière, en fait, à ces demandes qui vont arriver. Ils vont avoir aussi accès, alors c'est pareil, là c'est une démo, mais ils vont pouvoir appeler les gens, ils vont pouvoir chatter avec les gens. Quand le chat apparaît, ils vont pouvoir répondre à ce chat. Ils vont pouvoir avoir aussi un peu de background sur justement qu'est-ce qu'ils ont lu. Alors cette personne qui est Tony, qu'est-ce qu'il a cherché dans l'outil, qu'est-ce qu'il a fait avant, quelle est sa demande. Donc là, il a un problème parce qu'il n'arrive pas, voilà, il n'arrive pas à accéder à un de ses bénéfices par la société. Donc on peut répondre directement, il va avoir la réponse sur le site. On peut répondre, lui envoyer un message sur WhatsApp en lui disant voilà, la réponse est là, retournez sur la plateforme et on vous donnera les informations. On peut aussi avoir des conversations avec d'autres parties de l'organisation. Si on doit demander une question à son manager, si on doit aller chercher IT, on peut tout rassembler en fait dans cet outil. On peut aussi aller chercher des informations d'autres systèmes. Donc là, pour ce client qui est sur une plateforme SuccessFactors en tant que ERP, on a des informations qui remontent directement du SuccessFactors, donc qui peuvent être pertinents pour la RH pour pouvoir aller rechercher les informations sur l'employé. Quand est-ce qu'il a commencé, c'est quoi son job title, quelle est sa position. Donc toutes ces informations sont sur la plateforme dans un seul endroit et on peut avoir donc très rapidement l'historique des besoins de ce collaborateur. On peut engager d'autres parties de l'organisation pour répondre à cette question. Donc, c'est vraiment résoudre et non pas répondre. Et on peut donner de la transparence, c'est-à-dire que le collaborateur, de son côté, sur la plateforme, peut voir où en est sa question et voir où en est la réponse. Ensuite, on a accès aussi à du reporting qui est assez intéressant. Par exemple, si je regarde sur la recherche, donc là, on peut voir sur la plateforme quelles sont par exemple les choses qui ont été recherchées mais qui n'ont pas eu de résultats. Alors ça peut être peut-être des choses qui ont été mal tapées, mais on regarde timekeeping. Alors il y a peut-être beaucoup de questions justement sur l'entrée des données de présence. Et là, ça a été recherché par exemple 3 fois et il n'y a aucun résultat. Faut-il créer une nouvelle base de données là-dessus? Il y a même eu des questions sur Zendesk. Voilà, ça peut être intéressant. Il y a aussi des informations comme par exemple tickets created, c'est-à-dire que les gens ont recherché quelque chose sur leur pension 48 fois, ils ont eu des résultats, mais ils ont quand même créé une demande après. Donc, est-ce que cet article sur la pension, est-ce qu'il est vraiment suffisant? C'est-à-dire pourquoi les gens lisent ou trouvent l'information, mais l'information n'est pas suffisante, ils demandent quand même une suivi derrière. Donc, on peut avoir accès justement à ces données qui sont assez pertinentes parce que après, on peut essayer
de voir justement si ces bases de données sont… ça permet de les enrichir, en fait. Ça permet de les enrichir très rapidement. Et en tant que… Ouais. Ça me fait rebondir sur la question de Muriel qui dit qu'est-ce que cela implique pour le service RH en termes de mise en place de l'outil, c'est-à-dire préparation des contenus, etc. Alors, on en a fait plusieurs avec Capgemini et Zendesk. Ça peut aller très vite. Ça dépend si le contenu est existant ou pas. C'est-à-dire que si vous avez déjà une base de données, il y a des services de migration de ces données. Il faut juste après les structurer, les indexer. Et c'est là où il y a un travail de départ. Mais ensuite, c'est un travail aussi continu. Donc, il y a des workflows de contenu. Il y a des alertes, justement, quand des choses sont cherchées mais pas trouvées. Où là, une partie de la charge de travail de la fonction RH est de maintenir ces bases de données sur ces choses-là. Ensuite, c'est censé aussi leur faire gagner du temps. C'est-à-dire que ces questions-réponses sur lesquelles ils passaient beaucoup de temps avant, maintenant sont passées en self-service. Mais il y a quand même au départ une préparation sur ces bases qui sont à fournir dans l'outil. Après, l'outil va vous dire, maintenant, voilà, il nous manque ça, ça et ça, parce que les gens recherchent ces questions, recherchent des réponses, on les a pas. Et là, on peut justement mettre en priorité la création de nouveaux articles, de nouveaux contenus par rapport au volume de recherche qui sont associés avec ces questions. Ça marche. De toute façon, c'est quelque chose qui va être évolutif, comme on disait tout à l'heure. Il faut partir d'une base de départ. Et cette base de départ-là, elle va être travaillée en collaboration avec les services internes de l'entreprise pour justement définir quels sont aujourd'hui les pain points. En fait, quels sont les challenges qu'un service RH dans une entreprise précise a aujourd'hui. Ils peuvent être différents d'une entreprise à l'autre dans le même secteur d'activité. Et à partir de là, on traite les demandes par rapport à cela et on travaille les contenus dans ce sens-là pour répondre à la question de Marianne. Alors, Shams, maintenant qu'on a vu un peu comment tout ça fonctionne, j'aimerais que tu nous présentes quelques cas d'usage. Donc on a un premier cas d'usage qui est la société Instacart. Alors, la société Instacart est une société spécialisée dans la livraison un peu en épicerie dans la même journée. Ils ont été fondés en 2012. Ils ont une forte croissance, comme on peut l'imaginer, depuis la pandémie. Et le challenge, c'était à la fois la prise en charge des clients, mais aussi de l'assistante interne. Et ils voulaient tout intégrer dans un seul et même outil. Donc, clairement, Zendesk répond à ce type de demande, pour que ce soit des demandes internes ou externes. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est le support déjà de base, qui est un peu le tableau de bord, pour les managers et les agents ou les collaborateurs qui vont traiter les demandes, et aussi le produit qu'on appelle Guide, qui est la base de connaissances dont on parle depuis tout à l'heure. Quelques résultats, vous pouvez les voir ici. Donc déjà, Instacart a une satisfaction interne des collaborateurs qui est à plus de 90%, donc ça aussi, mais au minimum, c'est 90%. 250 agents aujourd'hui, quand on parle d'agents ou collaborateurs qui utilisent la solution au quotidien, et ils traitent un volume de tickets qui est supérieur à 175 000 tickets par mois. Alors, c'est intéressant d'avoir cet exemple parce que Capgemini étant là, on se dit Zendesk, c'est plutôt pour des boîtes de plus de 10 000. Parce que Capgemini ne travaille pas avec des PME de 200 personnes. Donc, ça veut dire quand même que cette application, elle n'est pas limitée aux grandes entreprises. Elle est surtout, je ne vais pas dire surtout, mais alors, c'est un bon point, Christophe. Zendesk répond aux demandes des entreprises de 1 salarié, ça peut être de l'auto-entrepreneur jusqu'à des entreprises de 10 000, voire plus salariés, clairement. Donc, on a 3 segments qu'on traite pour les demandes internes et pour les demandes externes, donc le use case interne ou le use case externe. Et j'ai envie de dire, ce qu'on voit, c'est qu'on a des entreprises de taille intermédiaire, voire même de petite taille. On peut avoir des startups qui sont en très forte croissance. Instacart est un exemple précis. Et on a cette capacité soit d'accompagner le changement, dont on a parlé tout à l'heure, la digitalisation, et aussi cette conduite de changement pour des entreprises qui sont, on va dire, traditionnelles, sans que ça soit péjoratif en disant traditionnelles, et qui veulent assurer cette transition digitale. Tout comme des entreprises pure player ou des entreprises qui sont digital natives, qui ont cette problématique de mise à l'échelle. Je vais nous mettre, nous, Zendesk, dans ce cas-là.
augmentation des revenus, augmentation du nombre de salariés, augmentation des ventes, augmentation des clients. Donc, on a cette capacité aussi à répondre à ce type de demande. Je peux citer plusieurs exemples de clients qu'on a accompagnés selon leurs besoins. Ça marche. Alors, on va passer au deuxième exemple, Oui. qui est peut-être une entreprise qui peut être potentiellement un peu plus connue, qui est le groupe Tesco. Donc, c'est des supermarchés, c'est un des géants des supermarchés dans le monde. Pareil, en fait, ils ont mis l'accent sur le support et sur la base de connaissances, sur le guide et la base de connaissances. Aujourd'hui, leur système gère 460 000 employés. Qui sont répartis dans 9 pays. Donc, c'était un peu ça leur challenge et leur problématique. C'est comment, justement, mettre à l'échelle toutes les demandes entrantes. Et aujourd'hui, le résultat, c'est qu'ils traitent à peu près 30 000 articles par semaine qui sont consultés par les employés sur les différents centres d'aide. Quelqu'un a posé tout à l'heure la question, ou en tout cas a fait la remarque, de l'importance des articles, mais justement, c'est tout le trafic qui va être absorbé par les articles. C'est du trafic en moins de demandes qui sont ouvertes chez les différents collaborateurs des différents services. Donc, il faut plutôt le voir comme une force et surtout un accompagnement des différents collaborateurs au quotidien. Donc, 7400, on va dire, agents ou collaborateurs qui utilisent la solution. Et comme on disait, un volume d'articles qui est monté jusqu'à 40 000 tickets traités par mois et une satisfaction qui est assez importante. Le 79% que vous voyez ici, c'est le nombre de tickets qui sont résolus en une fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le volume de tickets où le collaborateur a trouvé la réponse par lui-même et n'a pas eu besoin de solliciter les services RH, où il n'y a pas eu aussi d'échange avec le service RH. C'est-à-dire, exemple, on reprend le cas de la base de connaissances. Je me connecte sur la base de connaissances. J'ai une demande. Je vais sur la base de connaissances. Je fais ma recherche, comme Antoine l'a montré tout à l'heure. Je trouve la réponse à ma question. Je suis satisfait et c'est terminé. Le service RH n'a même pas à traiter ces demandes-là. Je voudrais rajouter un autre point qui me paraît important aussi autour du self-service au global. Qui est la disponibilité. Antoine a abordé ce point-là. Et cette disponibilité-là, moi, la question, je peux l'avoir à n'importe quel moment de la journée. Ça peut être le soir, tard, après avoir couché mes enfants et après avoir dîné, comme ça peut être le matin très tôt. L'avantage du self-service, c'est ça. C'est de pouvoir répondre 24/7, entre guillemets, à vos collaborateurs et leur donner cette capacité de trouver l'information par eux-mêmes. Ils ne veulent pas forcément vous contacter. Même cas, il est 22 heures, j'écris ma demande au service RH. Le service RH ne verra la demande que le lendemain au moment de la connexion. Comme ma demande, selon la taille de l'entreprise, on va avoir plusieurs demandes qui vont arriver. Il suffit qu'il y ait une annonce gouvernementale ou autre, on peut avoir potentiellement des pics de demandes. Et pourquoi, en fait, ne pas anticiper ces pics de demandes en mettant des articles qui vont être en concordance avec ce qu'on vit au quotidien et justement laisser le temps et libérer du temps pour les collaborateurs le lendemain et ne pas avoir à traiter ces demandes-là. Pardon? Je te dis, ça marche. Ok. Est-ce qu'on peut prendre encore un dernier exemple ou pas? Oui, on prend le dernier exemple. Ok, super. Tito Agri, en fait, c'est une société de services informatiques dans les pays nordiques. Ils sont présents dans 90 pays. Alors, eux, par rapport aux deux entreprises précédentes, ils ont aussi utilisé la solution chat de Zendesk. Donc, en fait, comme le chat, vous pouvez le voir sur certains sites pour répondre à des demandes clients, ils utilisent le chat en interne pour justement aussi échanger et interagir avec leurs différents collaborateurs. Rapidement, en termes de satisfaction employée, on a 98%, plusieurs agents sur la plateforme, dont 77 répondent uniquement sur le chat. Désolé, il y a une petite coquille, mais c'est 24 000 collaborateurs dans l'entreprise. Peut-être la question que vous allez vous poser, c'est beaucoup de cas étrangers, pas forcément de cas français. J'aimerais bien vous partager un cas en particulier qui est celui de l'entreprise qui s'appelle Saretech, qui utilise la solution Zendesk
pour résoudre les demandes internes. C'est pas la seule, on en a plusieurs. Je peux citer quelques exemples comme Acadomia, par exemple, et bien d'autres dans différents secteurs. Comment dire, Saratech, en fait, ils ont répondu à ces nouveaux besoins de collaborateurs. J'ai la personne qui s'appelle Laurent Bourdeau, qui est le support pour la solution, nous avait dit qu'aujourd'hui, en fait, on traite nos collaborateurs comme étant des clients. Et en fait, les collaborateurs sont de plus en plus exigeants. On s'en rend peut-être pas compte au quotidien parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent aujourd'hui pour nous tous, et ça va très vite. Et en fait, on peut ne pas avoir cette information, mais en fait, sachez que vos collaborateurs sont très exigeants envers les sociétés pour lesquelles ils travaillent, et ignorer un peu leur exigence peut être vraiment quelque chose qui peut porter préjudice, parce qu'on reste des humains, on reste des collaborateurs, on est des clients aussi, on est des pères, des mères de famille, on a des amis, etc. Donc, c'est important de pouvoir avoir cette agilité, de pouvoir leur répondre et répondre à leurs besoins. Et juste je vais rajouter une chose sur justement pour les petites entreprises et les grandes entreprises. Ce qu'on aime bien justement avec Zendesk, c'est que ça peut aller très très vite. Donc pour vraiment le produit de base, un truc en urgence, en 48 heures, on peut avoir la plateforme qui est là avec vraiment les trucs de base, un petit peu d'infos. Après, on peut aller aussi très loin avec la plateforme au niveau de l'intégration, c'est-à-dire que on peut aussi, voilà, quelqu'un va nous faire une demande, je veux une copie de mon contrat. On peut après avoir derrière des intégrations avec d'autres outils pour ramener dans la plateforme certains documents. Donc, il y a aussi une capacité d'intégration et d'automatisation derrière qui peut aller très, très, très loin. Bon, là, ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois pour y arriver. Et donc, voilà, on peut faire très petit avec Zendesk pour avoir des réponses très immédiates. On peut aussi aller très loin et avoir vraiment une visibilité beaucoup plus importante sur l'écosystème RH. Voilà. C'est un bon point que tu abordes, Antoine, parce que c'est vraiment ce qu'on a voulu depuis maintenant 1 an. Encore, on l'a plus accéléré qu'auparavant. Une des premières questions, en tout cas, qu'on s'est posées quand on a été confiné, c'est comment on fait pour soutenir nos clients et nos futurs clients, et rapidement. Parce que les demandes, c'est pas, on n'est plus dans des projets sur du long terme. On n'est plus sur des projets à 6, 1 an, 2 ans, 3 ans, selon les différentes roadmaps qu'il faut voir avec l'IT ou autre. Là, en fait, Antoine l'a abordé, c'est l'agilité. Comment je vais être agile pour pouvoir aux demandes aujourd'hui, voire même c'était pour hier. Et notre engagement, c'était effectivement sur la partie RH et IT, donc tout ce qui est demande interne, c'est de pouvoir proposer clé en main un outil ou une plateforme Zendesk aux futurs clients en 2 jours. Donc, lancer le projet et justement faire du fine-tuning au fur et à mesure. Super. Je pense qu'on a fait un bon tour de la problématique, une bonne overview de la solution, des possibilités. On a répondu également à un certain nombre de questions. Ce webinaire, vous pourrez le retrouver en replay d'ici fin de journée, demain matin sur MyRHline. Est-ce que Antoine et Shams, vous pouvez peut-être partager vos contacts si les participants veulent poursuivre ces échanges avec vous? Merci. Je vois que Céline les a partagés. Donc vous avez les coordonnées de Shams et de Antoine directement dans le chat. Écoutez, je vous remercie d'avoir passé 7 heures ensemble. Et puis, on va conclure. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.